Je vais vous demander, non pas de chanter La Cité des enfants comme le fait ma voisine de droite, sous prétexte que voici le temps. Je vais vous demander d'écouter nos intervenants qui vont nous présenter tout ça. Alors moi, je suis allée me promener un peu dans les différents ateliers, sauf un dont je n'ai pas réussi à ouvrir la porte. Mais sinon, je suis allée dans 3 sur 4. Ils avaient dû fermer en me voyant arriver en se disant non, non, pas elle, au secours. J'ai cru remarquer qu'il y avait une ambiance studieuse. J'ai noté aussi qu'il y avait des organisations très différentes, sans doute marquées par la personnalité des animateurs. C'était assez rigolo. En tout cas, dans tous les cas, semble-t-il, il n'y a pas eu de tabou. J'ai entendu parler de « on va faire », je cite, je ne dis pas qui je cite, « on va faire péter la PCH ». J'ai entendu... C'est Malika. On a parlé... Je ne donnerai pas de nom. Malika n'y est pour rien. Je précise que Malika n'y est pour rien. Mais Malika n'y est pour rien. J'ai entendu parler PMA, sexualité. J'ai aussi entendu des choses sur une sorte d'obligation qui devrait être créée du petit café du matin, non pas pour boire le café du matin, mais parce que ça permet de libérer la parole. Enfin, j'ai vraiment entendu des choses très, très différentes et très complémentaires. Et donc, c'était un chouette moment aussi. Donc, on va commencer par évoquer cette histoire de changement de regard avec vous, Marc Domergue. Alors, qu'est-ce qui s'est dit chez vous? C'est le seul endroit où je n'ai pas pu entrer. Vous ne vouliez pas que je vous voie, hein, c'est ça? Oui. Vous ne vouliez pas me voir, en fait. Je ne voulais pas que vous me voyiez. Voilà. Eh bien, c'est réussi. Alors, racontez-nous, du coup, parce que je n'en sais pas plus que tous les gens qui sont en face de nous et qui n'étaient pas avec vous. Qu'est-ce qui s'est dit? Quelles sont les grandes lignes que vous avez pu définir? Pas de PowerPoint, je suis vraiment désolé, mais on a été un petit peu à l'arrache. On avait posé plusieurs questions. La première question était comment les personnes en situation de handicap se voient en tant que parents. Il a émergé plusieurs types de témoignages. Des témoignages sur le avant de devenir parent. Et avant de devenir parent, il y avait des inquiétudes comme tout le monde et aussi des inquiétudes spécifiques concernant est-ce que je vais y arriver dans ma situation avec telle ou telle déficience. Et puis il y avait des témoignages de l'après qui, parmi les personnes qui étaient présentes ici et qui sont évidemment pas des gens forcément représentatifs de l'ensemble du monde, une sensation de réussite et même une sensation que peut-être cette éducation d'un enfant avec un parent en situation de handicap avait pu être d'une certaine façon un atout pour l'enfant. C'est une question qui est posée avec l'idée que quand on se trouve dans une situation non standard, ça stimule la pensée et ça stimule la capacité à s'adapter. Voilà qui était une des questions. Et sur l'après, le deuxième aspect, c'était vraiment une difficulté avec le regard des autres vis-à-vis de la capacité éducative des personnes. L'enseignant qui disait, c'est un exemple, hein, en gros, votre enfant écrit mal parce que vous avez une dystonie ou un truc dans ce style. Ce qui n'était pas très malin, mais voilà. Du côté des professionnels, il y avait une chose qui émergeait, c'est parmi les professionnels qui étaient présents à cet atelier, là encore c'est un côté anecdotique, qu'une des choses essentielles c'était la singularité de chaque personne et que bien sûr il n'y a pas de généralisation possible parce que c'est des situations très, très variées. Pour les professionnels, l'apport de l'expérience acquise auprès des usagers était essentiel. Et puis, une impression, alors en très grande ligne, c'est que dans les situations de déficience sensorielle, dans les situations de déficience motrice, les professionnels avaient l'impression d'avoir des actions pas si mal définies à proposer et d'être assez confortables en tant que professionnels, que dans les situations de déficit intellectuel, les professionnels qui ne rencontrent pas souvent ces situations étaient en grande difficulté. Ceux qui rencontraient ces situations témoignaient étaient beaucoup plus confiants et par exemple avaient des aperçus de suivi à long terme avec notamment des expériences d'exercice de la parentalité à temps partiel par exemple. Sur la question est-ce que les choses ont changé, très honnêtement on n'en a pas beaucoup parlé. En gros c'est oui mais elles ont changé mais comme disait je ne sais plus quel ministre, la route est longue, la pente est raide, etc. Maintenant, la question des enjeux de communication.
dans ces enjeux de communication, il y a, j'ai perdu ma feuille, il y a plusieurs niveaux qui ont été celle d'en dessous. évoqués. Non, pardon, c'est voilà, un clin d'œil par rapport. Oui, je sais bien. Voilà, merci, c'était bien celle d'en dessous, merci. Vous voyez que j'avais raison de dire ce que j'ai tout à l'heure. Bon, incroyable. Donc, dans la communication, beaucoup de strates. Il y a une communication, si j'ose dire, d'ordre légal, faire appliquer la loi dans les écoles notamment, avec l'aide des associations, et il y avait des témoignages que ce n'était pas si facile que ça. Du point de vue des personnes, ça ne marchait pas très bien, du point de vue des associations, tout allait bien. Mais bon. Communication entre professionnels, la fameuse tension entre on va dire les spécialistes du handicap, cette pauvre maman, et les spécialistes de la protection de l'enfance, ce pauvre bébé, est quelque chose qui existe, qui est reconnu par les personnes qui étaient là autour de la table et qui peut se résoudre, semble-t-il, ou on espère, autrement que par des rapports de force, mais plutôt par une interaction dialectique, pour parler techniquement. Également, besoin de communication dans le monde scientifique où il n'y a pas tant de données objectives que ça sur que sont-ils devenus, et nos collègues du Nord ont beaucoup à nous apprendre. Communication grand public, on a évoqué la communication massive dans la famille du Téléthon, et puis des communications beaucoup plus locales, actions en milieu scolaire, et il y a eu des personnes qui rapportaient que quand elles sont allées dans l'école de leurs enfants, expliquer ce que c'était que leur déficience motrice, leur handicap, etc., ça a changé, ça a été finalement un soulagement pour tout le monde. Et dernier point de communication auquel on n'avait pas pensé, puis c'est advenu dans la discussion, c'est la question de la communication entre enfants. Qu'est-ce qu'il en est des enfants de parents en situation de handicap ? Comment peuvent-ils et avec qui peuvent-ils communiquer, partager leurs expériences ? Ça n'est pas si simple, bien sûr, car quand il s'agit d'interagir avec des enfants, tout est plus délicat et plus subtil. Donc voilà le résumé de nos réflexions à porte fermée. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Domergue. Aude Bourdon, toi, tu étais chargé, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, tu étais chargé des partenariats à développer sur les territoires. Est-ce que tu peux nous résumer les grandes lignes de ce que vous vous êtes raconté ? Oui, on s'est raconté beaucoup de choses, comme tu le disais. Les échanges ont été très riches, chacun de sa fenêtre, ce qui était vraiment très intéressant. Et nos échanges peuvent se résumer en un constat, quelques questions, une posture à partager, 4 leviers d'action et une petite conclusion. Mais je vais essayer de faire vite. Le constat, il ne va pas vous étonner, c'est que de très nombreux acteurs sont susceptibles d'intervenir auprès des personnes en situation de handicap. Donc, on a identifié 3 grandes familles à très grands traits. Les acteurs de droit commun. On l'a appelé les droits communs parce qu'on est toujours le droit commun de quelqu'un et le spécialisé de quelqu'un d'autre, mais c'était plus rapide. La maternité, les crèches, l'école. Ceux qui sont plutôt spécialisés en handicap, les établissements et services médico-sociaux, les MDPH, etc. Et puis ceux aussi plus sociaux, la médiation familiale, le juge des tutelles, etc., etc. Et que ces services sont souvent cloisonnés. Donc déjà beaucoup d'acteurs. Et à ça s'ajoutent 2 niveaux de complexité. D'un territoire à l'autre, les acteurs peuvent être différents ou n'ont pas les mêmes noms. Donc déjà pas facile pour s'y retrouver. Et sur un même territoire, quand vous accompagnez une personne à 15 km d'intervalle, eh bien, il peut y avoir 3 PMI, 2 écoles différentes, et enfin bref, un même acteur se multiplie sur un territoire. Donc au final, autant de réseaux que de situations. C'est-à-dire que quand on accompagne une personne, il faut mailler tout un réseau, et puis une autre personne arrive qui habite à 10 km de là, eh bien, il faut tout recommencer. Et puis quand même, on s'est dit, sur ce constat-là, à nuancer, il existe beaucoup pour les parents, pour les mères, mais quand le papa est séparé, on se pose beaucoup moins la question de l'exercice de sa parentalité, et là, tout d'un coup, il n'y a plus beaucoup d'acteurs. Donc, à nuancer, et puis donc complexe, mais du coup aussi riche, parce que la possibilité d'apprendre les uns des autres. Et c'était ça qui était intéressant dans cet atelier, c'est qu'on venait vraiment de situations très diverses. Donc, les questions qu'on s'est posées au regard de ce constat, c'est comment préserver l'intimité familiale quand il y a potentiellement autant d'intervenants qui peuvent intervenir à un moment donné. Comment être sûr que les accompagnements ne s'opposent pas les uns les autres ? On prenait l'exemple de comment je porte un bébé. La travailleuse sociale va nous dire d'une certaine manière, les travailleurs de la PMI de l'autre, et puis le SAMSA va dire attention à votre dos, oui, c'est peut-être mieux pour l'interaction mère-enfant, mais pour votre dos, c'est beaucoup moins bien. Donc comment on fait pour tous travailler ensemble dans le même sens ?
Et puis enfin, donc la question, on disait autant de réseaux que de personnes, c'est comment pérenniser ces réseaux que l'on crée finalement. Et on s'est dit, pour ça, il faut qu'on parte d'une posture commune à partager entre professionnels. L'objectif qu'il faut que l'on partage, c'est d'intervenir au service des parents et pas pour se faire plaisir et bien travailler. C'est aussi leur reconnaître la capacité à exercer leur libre arbitre en tant que parents et reconnaître la capacité qu'ils ont à s'occuper de leur enfant. Autrement dit, c'est sortir de la présomption, ils ne savent déjà pas s'occuper d'eux-mêmes, comment pourraient-ils s'occuper d'un enfant? Et si on ne partage pas ce prérequis-là, ça va être compliqué de travailler ensemble. Enfin, travailler ensemble, là je cite, c'est accepter de perdre quelque chose et que l'on n'est pas dans la toute-puissance. Donc c'est chacun aussi accepter de se remettre en cause. Donc, une fois qu'on a partagé tout cela, on s'est dit, ben voilà, il y a 4 leviers pour bien travailler ensemble. Le premier, c'est l'écoute. Avant tout, l'écoute des personnes que l'on accompagne, de leurs besoins, pour trouver le juste niveau d'intervention. On n'a peut-être pas besoin d'être 10 au même moment pour s'occuper de choses différentes. Et comment on coordonne les plannings, comment on écoute les niveaux et les besoins d'intervention. On s'est dit que l'écoute aussi, ça pouvait passer autour de collectifs de parents, que ça pouvait être important d'inciter les parents à se regrouper, à échanger, pour qu'ils puissent faire connaître leurs compétences et leurs besoins aux professionnels. Deuxième levier, la coordination entre professionnels. Donc là, très clairement, le constat de tous, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut accepter et pouvoir dégager du temps. C'est difficile parce que ce n'est pas forcément une culture professionnelle encore très développée. Souvent, ça va reposer sur un acteur. Donc, il y a de temps en temps des coordinateurs professionnels. Il y a des SAMSA qui peuvent avoir une fonction de coordination. Mais quand ils ne sont plus là, les acteurs arrêtent de se parler ensemble. Et donc, du coup, tout est à refaire systématiquement. Donc, un gros travail autour de cette coordination. Il y a évidemment, vous en doutez, la formation des professionnels, notamment sur la posture, plutôt que sur les savoirs techniques. C'est apprendre à se questionner régulièrement sur sa pratique professionnelle, accepter d'expérimenter et puis accepter de se tromper également. Et c'est comme ça qu'on trouvera les solutions les plus adaptées pour les personnes. Et puis c'est aussi organiser le partage de savoir, c'est accueillir régulièrement des stagiaires d'autres niveaux, d'autres professionnels, de faire des échanges entre professionnels. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent et ça permet de mieux se connaître. L'autre levier, c'est la mobilisation des décideurs publics, c'est-à-dire qu'on peut décider de travailler ensemble, mais c'est encore mieux quand les décideurs publics, et ceux notamment qui vont nous donner les sous, nous disent que c'est dans nos missions de le faire. Et que c'est important que tous ces décideurs publics partagent cette volonté-là. Puisqu'on a vu, ça va être différents échelons qui vont intervenir, des collectivités territoriales, le département va organiser des services, les municipalités vont organiser des services, l'État va en organiser d'autres. Donc c'est comment tous ces décideurs publics partagent cette importance de la coordination et animent les politiques publiques de manière à permettre cette coordination des acteurs. Et enfin, le dernier levier, c'est mettre à disposition de tous des outils de connaissance de chacun. C'est ce que l'on disait, d'un territoire à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc comment on se connaît? On donnait par exemple l'exemple d'un guide Internet qui existe sur le bassin de Saint-Nazaire, où il suffit de cliquer pour savoir qui fait quoi, comment, et qu'il faut qu'on puisse trouver ça partout. Et en conclusion, ce que l'on s'est dit, c'est que finalement, quand on accompagne un parcours comme ça, quand ça marche pour un public, cela servira à tous. Et que l'enjeu, ce n'est pas de se spécialiser sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est au contraire, c'est travailler à partir de cet accompagnement-là pour pouvoir accompagner tout le monde. Voilà. Merci, Aude. C'est drôle parce qu'on retrouve des thématiques qu'on a entendues ce matin, la toute-puissance des professionnels, qui n'en est pas une, etc. On voit bien les fils rouges, comme quoi la journée a été bien construite. Bravo aux organisateurs et aux associations qui ont conçu le programme. Céline Poulet, vous allez nous parler des prestations, des services et des droits. Je crois que c'est d'abord Anne-Marie. Mais alors, si vous ne me dites pas que... Ah ouais, c'est ça, en fait, ils me font des blagues, c'est peut-être que je ne vois pas les... Ok. Eh ben... Ça fait rire qu'eux, non plus. Tant pis, Céline, vous entendrez. Et c'est Anne-Marie Kosker, dans ce cas, qui va nous parler de compétences et de métiers, qu'il s'agit aussi de développer. Cela dit, il y a au moins un terme commun dans mon histoire, qu'il s'agit, oui, il va falloir prendre un micro, qu'il s'agit de développer pour que l'accompagnement des parents en situation de handicap puisse se faire dans de meilleures conditions encore qu'il ne se passe aujourd'hui.
Tout à fait. Donc en fait, effectivement, ça a été bien construit parce que je crois qu'on va retrouver des choses qui viennent d'être dites. Donc sur les pistes de réponse qu'on a retenues, là j'arrive pas à lire parce que je vois moi être un petit peu handicapée visuelle, donc je vais prendre mon papier. C'est une réponse globale et individualisée dans la prise en charge, dans l'accompagnement, parce qu'effectivement, c'est des situations très spécifiques chaque fois, et qu'une des réponses, elle est bien globale, avec un multi-ancrage, pluridisciplinaire, travailler en réseau. Un des points aussi qu'on s'est dit pour améliorer, ce serait la posture des professionnels qui devaient changer un peu, se décentrer un peu, augmenter leur capacité d'écoute, partager des valeurs humaines avec les bénéficiaires. Troisième point, c'est prendre en compte les parents. Ils ont un rôle à jouer. Ils doivent être pris en compte. On doit écouter leurs envies, leurs ressentis et voir ce dont ils ont vraiment besoin. Donc la parole vient vraiment d'eux, et donc d'adapter l'accompagnement à leurs besoins pour qu'ils soient vraiment acteurs de leur projet de vie et de leur vie, quoi. Et dernier point, enfin 2 points encore, c'est effectivement la formation des professionnels, mais pas que professionnels, en fait toutes les personnes qui travaillent autour de la parentalité. Donc ça peut être soit effectivement aussi les parents. On a mis formation, mais on a aussi dit partage de savoir et partage d'expérience, que ce soit les bénévoles, les aidants, voilà, tout le monde. Puisque effectivement, l'idée c'était pas forcément de dupliquer les expériences, parce que on est plus sur du développement en essaimage et sur le réseau ordinaire. Et le dernier point, c'était effectivement développer la pair-aidance et la pair-émulation. Sur les sujets de discussion qu'on a retenus, il y en a eu plusieurs, parce que ça a été un atelier assez riche et assez fluide. Le lien, effectivement, préserver le lien entre les parents et les enfants, parce que des fois, effectivement, il y a multi-intervenants, et l'essentiel, c'est effectivement le lien familial. Ça a l'air assez bête, mais on a remarqué que c'était pas si évident. Vraiment bien penser aussi et prendre en compte la temporalité de l'enfant, la temporalité de la maladie, puisque c'est des maladies chroniques. Donc c'est bien un chemin, et qu'il n'y a pas une réponse à un temps T, et prendre le temps de prendre le temps, un luxe à notre époque. Et prendre la temporalité aussi d'apprendre à vivre avec sa maladie. Un des points aussi qui a été discuté, c'était qu'on a vu qu'il y avait quand même un grand risque de signalement par les professionnels de certaines situations de mère, et que ça, il fallait vraiment qu'on soit de plus en plus vigilant, et donc formation et partage de savoir. Ce qui était très important, ce qui est ressorti, c'est vraiment la création d'un lien de confiance entre les parents et les professionnels. Et c'est là qu'on a parlé du café, mais ça peut être aussi des repas. En fait, ou alors des trajets qui se font de la maison. Voilà, c'est à ces moments-là qui sont hors cadre, on va dire, pas forcément ceux qui vont être financés par nos bailleurs, mais c'est là aussi où se crée le lien de confiance, et où les gens se permettent de dire les choses qu'ils ne disent pas forcément en 5 minutes, quoi. Et ça, c'est là où on voit, il y a une vraie différence. Et ça se passe avec le temps, en fait. Et on a vu aussi qu'il y avait un manque de reconnaissance, de recours aux dispositifs de droit commun, parce que les parents avec handicap n'osaient pas. La précarité aussi les empêchait de le faire. Et ça, il y avait vraiment une vigilance à avoir, parce qu'ils ne demandaient pas leurs propres droits. Et le dernier point qu'on a mis en exergue, c'était que la précarité des financements, alors qu'il y avait des expériences qui existaient, il y avait des expériences expérimentales, et que cette réponse un peu globale, effectivement, elle ne rentrait pas dans les cases, et qu'il fallait peut-être un petit peu faire du plaidoyer là-dessus, parce qu'il y a des choses qui existent, plus que ce qu'on pensait, et il y en a qui existent depuis longtemps, et il faut s'appuyer là-dessus pour faire du partage de savoir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Eh bien, merci. Du coup, Céline, cette fois-ci, on y vient. Des prestations, des services et des droits. Qu'est-ce qu'il s'agirait de mettre en place selon votre atelier ? Parce que je suis un peu à la bougeotte tout le temps, et puis je vois rien du tout, donc je vais me mettre là. Tant pis pour la caméra. Nous, déjà, je remercie vraiment l'atelier, parce que ça a été une expérience formidable à vivre. On a pu véritablement donner toutes les idées.
On a eu le catalogue La Redoute de toutes les idées, donc ça c'était formidable. Et donc on va essayer de vous faire part un peu de la richesse de nos travaux. Et donc évidemment avec Delphine, on a animé ensemble et ça a été un moment assez exceptionnel. Et donc alors, c'est quoi nos idées? Alors nous, on est parti du constat du fait qu'on ne veut plus réfléchir dans les cases et on veut réfléchir librement. C'est-à-dire, on ne parle pas de PCH, etc. C'est qu'est-ce qu'on veut demain? C'est quoi les rêvons en dehors de tout ce qui existe? C'est quoi, en définitive, les besoins que l'on a? C'est quoi les prestations que l'on veut? C'est quoi je les disais qu'il y en services? avait qui voulaient tout casser. Hein. Voilà, c'est un parti. peu l'atelier où on casse tout, mais non, on construit, n'est-ce pas? Delphine, Malika. Alors, on y va. Non, mais parce qu'on n'a pas écrit que ça, là, atelier 3. Alors, vas-y, hop. Comment imaginer donc les réponses de demain? On est parti. Donc, qu'est-ce que demandent les parents, mais aussi qu'est-ce que demandent les professionnels? Donc, on est parti d'un constat simple, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de besoins. En fait, on n'a pas voulu partir des prestations. Parce que vous savez, souvent, dans d'autres secteurs, on crée des trucs, des bidules qui ne servent pas à grand-chose. Et puis ensuite, on se dit, bah, tiens, en fait, il faudrait les adapter. Donc nous, on s'est dit, partons d'abord des grands enjeux qui sont les besoins des personnes. La première chose qui a été dit, c'est qu'on en a marre qu'on crée des droits spécifiques. Avant toute chose, les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière. Et donc, on a besoin de rendre accessibles les droits et de les rendre effectifs. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de créer un droit à la parentalité des personnes en situation de handicap. C'est déjà un droit qui existe. Rendons-le accessible. Ça, c'est acte 1. Alors, ça a l'air de rien, mais on sait que dans le champ du handicap, c'est évidemment extrêmement, on doit être extrêmement vigilant à ça. Donc, c'est la première chose, et on verra dans les prestations comment on le rend accessible. Alors, bien sûr, il y a des aides humaines, des aides, matérielles, on en a beaucoup parlé, mais ce n'est pas seulement les aides humaines sur une petite partie des choses, ou les aides matérielles sur une petite partie des choses. Nous, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir une vision globale de la parentalité, c'est-à-dire avoir un soutien, évidemment, de la parentalité, mais également dans les actes de la vie quotidienne, pouvoir faire le ménage. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tout est coupé en morceaux. Les professionnels qui interviennent à domicile, ils peuvent faire des choses, et puis les autres ne peuvent pas faire des choses, et les autres, etc. Aujourd'hui, réfléchissons global, les situations globales de la personne et et des parents. Et des parents ou du parent, et on le verra tout à l'heure, c'est réfléchissons beaucoup plus global, et c'est là où on s'est mis à péter la PCH. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait toujours repartir de la situation de la personne. Et ça, c'est vrai quasiment dans tous les domaines. Généralement, on propose un pacte collectif. Vous voyez, on a le pacte collectif. Alors, ils n'en ont pas besoin, forcément. Mais ce n'est pas grave, on leur propose quand même. Non, repartons de la situation et de l'évaluation du besoin des personnes, des parents, de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils souhaitent. Et n'allons pas rajouter des prestations là où ils n'en ont pas besoin. Déjà, on fera des économies. Et 2, on sera au plus près des attentes et des souhaits. Ensuite, on s'est dit qu'il y avait aussi des choses qu'on n'imaginait pas. On a besoin aussi de congés plus longs, à la fois pour le conjoint à la naissance de l'enfant, mais aussi des congés plus longs quand la maman elle travaille. Donc, comment on aménage un droit du travail qui est adapté? Et puis, il y a ce droit d'exercice d'une parenté avec des répits. Alors, on a beaucoup parlé de cela, la parentalité, etc. Donc, c'est se dire qu'à un moment donné, on a aussi besoin de se poser, on a besoin aussi d'avoir des relais. Et c'est comment, quand on n'a pas forcément de famille à proximité, c'est quels sont les relais possibles et imaginables. Et puis, il faut absolument qu'on change toutes les représentations, mais vous en avez parlé, vous l'avez dit dans les ateliers, c'est les représentations de la MDPH qui coupent les gens en morceaux, c'est les financeurs qui coupent les morceaux en morceaux avec des morceaux, et puis c'est tous les dispositifs de droit commun qui ont l'impression que la personne en situation de handicap, ça ne les concerne pas, parce que c'est le spécialisé. Hein, voilà. Donc, c'est se dire, non, les dispositifs de droit commun, les personnes en situation de handicap sont des citoyens par entière et non pas des citoyens à part. Et donc, c'est à eux aussi de se rendre accessibles. Et donc, c'est bien un accompagnement global de la parentalité que l'on cherche. Et quand on dit la parentalité, eh bien évidemment, c'est tous les périmètres et l'environnement de la parentalité. C'est d'avoir une approche écologique de la parentalité et de l'écosystème. Voilà. Alors ensuite, on a besoin d'informations, vous l'avez dit, et on a un besoin de pérémulation fort.
les pairs pour les pairs, nous on y croit à fond. Aujourd'hui, qui mieux qu'un parent en situation de handicap qui a relevé tous les défis pour parler à un autre parent en situation de handicap. Il faut absolument que les dispositifs soient portés par les parents, pour les parents. Et nous, les professionnels, on doit être derrière, étayés, aider pour les appuyer. Mais avant toute chose, mettons l'expertise des pairs en premier. Alors attention, on a eu des points de vigilance. Parce que même si on dit c'est le droit commun, etc., il faut, le moins spécifique possible, il faut tous monter en compétences. Je dirais que c'est un enjeu de société. Mais il y a aussi des questions sur lesquelles il y a peut-être des réponses spécifiques à apporter. Il y a la précarité, l'extrême précarité de certains parents et de parents en situation de handicap qui, les empêchent dans leur parentalité. Et ça, on n'en parle pas, c'est assez tabou en définitive. On a aujourd'hui des parents qui arrivent en France, qui sont dans des situations qui viennent d'autres pays et qui n'ont pas la capacité et la possibilité aujourd'hui juridique d'accéder à l'ensemble de nos dispositifs. Il faut y réfléchir et savoir comment on peut y répondre. Et puis, il y a les familles monoparentales. On a très peu parlé des familles monoparentales ce matin. Et c'est aussi extrêmement important avec des séparations d'enfants qui sont quasi systématiques et donc il faut en parler. La continuité des parcours. Quand on voit qu'il y a une réévaluation des droits, on ne sait pas pourquoi alors que c'est exactement la même situation. Comment on construit la continuité des parcours aujourd'hui avec l'ensemble des financements et l'ensemble des professionnels. Et puis, alors ça, un petit clin d'œil, un peu rigolo, enfin c'est pas très rigolo d'ailleurs, mais bon, c'est sur la parentalité dans les établissements médico-sociaux. Alors déjà qu'il n'y a pas de lit double, vous imaginez. Enfin bref, donc c'est comment on imagine aujourd'hui être parent quand on est accompagné par un dispositif médico-social. Point d'interrogation. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors, on a bientôt fini le temps de... Tout à fait, mais on y est presque. Ouais, comment... Alors, c'est quoi les prestations? Ah non, maintenant, on a les solutions. Parce que nous, on est fous. Alors, sur les prestations, c'est quoi? C'est en définitive... Merci, on passe. Voilà. On s'est dit que par département... Alors, oui, le SASA, machin, PPBH, là. Alors, nous, on a parlé, comme j'y arrive pas, on a mis centre ressources, comme ça, c'est plus facile. C'est se dire qu'il faut un point d'entrée unique dans les départements. Parce qu'aujourd'hui, c'est une richesse d'avoir tout le monde dans les départements, sauf qu'il n'y a pas d'un point d'entrée. Donc, pour un parent, savoir qui fait quoi sur un territoire, c'est juste absolument impossible. Est-ce que le dispositif de droit commun est accessible, pas accessible? On n'en sait rien. Donc, c'est un point d'entrée, ça veut dire que le point d'entrée, il va tout faire. Mais le point d'entrée, ça sera un point d'entrée d'un assembleur, vous voyez, une coordination vivante qui va permettre d'avoir un point d'entrée sur les démarches administratives, sur la médiation avec la protection de l'enfance, la médiation, avec l'école qui ne comprend rien, la médiation, etc. Donc un pôle médiation, un pôle qui va pouvoir activer rapidement du service à domicile de parentalité, mais un pôle aussi qui peut intervenir dans les établissements médico-sociaux, mais ça peut être aussi établissements médico-sociaux, mais ça peut être aussi tout ce qui va être là où on va avoir du matériel aussi adapté. Donc, vous voyez, une espèce de pieuvre, vous voyez, avec des tentacules qui permettent de mettre à disposition très rapidement le service. Et des services d'urgence. Parce que quelquefois, il y a des urgences, il faut que ça soit 24 heures sur 24 pour éviter justement qu'il y ait un placement. Il suffit d'un bon étayage à un moment donné, à l'instant T, et il faut le mettre en place. Donc ça, sur tous les territoires et tous les départements, il faut qu'il y ait. Il faut évidemment monter tous les dispositifs en même temps. C'est une approche systémique. J'adore ce terme-là parce qu'on l'utilise tout le temps mais on ne le fait jamais. C'est comment en fait on fait monter les dispositifs de droit commun en même temps, comme ça on démultiplie en fait les solutions. Et puis, et c'est là où on s'est beaucoup abusé, c'est ouvrir la PCH à la parentalité. C'est-à-dire pas à des petits bouts de parentalité, pas des petits trucs comme ça. Alors là, un coup c'est la CAF, un coup c'est machin, et puis quand vous n'êtes pas dans les cases, il y a un... Bon. C'est quoi la PCH? L'ouvrir et puis avoir une espèce d'approche globale, un forfait, et puis à partir de ce forfait-là, les parents, ils font ce qu'ils veulent, vous voyez. Et donc à un moment donné, il faut arrêter de sortons de cette logique de case pour rentrer dans une logique de soutien et d'accompagnement. Réévaluer la T2A pour certains actes dans le sanitaire, c'est aussi une urgence. Il y a évidemment, 40 secondes. Dans les prestations, pouvoir choisir qui accompagne qui. Parce que dans la parentalité, c'est aussi une question de relations sociales.
Hein. Moi, si j'ai pas forcément envie d'être accompagnée par quelqu'un que je ne supporte pas à domicile, d'accord ? On est dans mon intimité, je dois pouvoir choisir. Et évidemment, alors après on s'est amusé, hein, mettre en place des crédits à la consommation, voilà, on s'est lâché, hein, on était dans le rêve. Et puis avoir des réseaux de parrains, des réseaux, comment dire, de familles pour être des relais là où on n'a pas forcément de relais. Donc ça, c'était le Rêvons. Encore dans le Rêvons librement, donc on a à réévaluer toutes les composantes, bien sûr, on l'a dit. Eh ben, je l'ai déjà dit, vous voyez ? C'est fou, c'est dingue. Alors, le droit maintenant. Céline, je suis désolée. Mais oui, il va je termine. Regardez comme ça. Il va falloir en fait conclure la conclusion. Je conclus, c'est les droits. J'en ai encore pour une demi-heure. Non, parce que je vais vraiment laisser la parole à Saoulkars, parce que j'ai maltraité tout à l'heure, parce que je respectais pas ses temps, donc on va faire la même chose. Sur les droits, j'ai fini. Sur les droits, c'est trois points. Alors si voilà. Droit de la personne à être dans le cercle de décision. Ce matin, on a entendu la personne au centre. La personne, elle n'est pas au centre. Hein. Jamais. La personne, elle est actrice. Donc elle est dans le cercle de décision, elle n'est pas au centre du cercle. Et ça, si on ne change pas les choses, dans notre terminologie, ça va être un peu compliqué. Le droit à une continuité de parcours, bien sûr, le droit à la non-séparation dès la naissance, et tout simplement, en conclusion, le droit à être parent. Et j'en ai fini. Merci. Merci à tous les quatre pour la restitution de ces ateliers. Merci à tous d'y avoir participé. Saoulkars, c'est à vous que revient le privilège ou la malchance, je ne sais pas. Peut-être ça va être compliqué de conclure cette journée. Ben oui, c'est pas évident de conclure cette journée. Il y a tellement d'idées qui sont apparues que je ne sais pas si c'est si simple que ça de synthétiser. En tout cas, on aimerait que vous puissiez donner un mot de conclusion sur cette journée. Bon, un peu comme ce matin, vous serez déçus parce qu'il n'y a pas de conclusion. En tout cas, je suis incapable et je me méfie beaucoup des gens qui concluent. Conclure la journée, pas conclure le débat. Je parle de journée. Éventuellement, apporter quelques ponctuations courtes. Je partirai de l'idée de complexe, comme les choses sont complexes, les situations qu'on aborde sont complexes, comme fil conducteur de ce que j'ai compris des 4 comptes rendus, et depuis ce matin d'ailleurs aussi. Complexe. Complexe, ça ne veut pas dire compliqué, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même étymologie non plus. Complexe, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule cause, qu'il n'y a pas une seule explication, qu'il n'y a pas, c'est la faute à. Et ça suppose ce qu'on appelle habituellement pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Ça suppose le concours des compétences les plus diverses, les plus diverses et les plus différentes. Pour ça, ça c'est l'idée générale. Pour dire, quelqu'un disait dans le rapport de commission, là, la personne qui veut dépasser telle ou telle de ses déficiences. J'étais un peu rapide, j'ai trouvé ce matin avec mon historique de l'évolution des notions, de difforme à personne en situation de handicap et plus si affinité, mais pour dire que la déficience, c'est un terme administratif à utiliser comme tel. Mais j'insiste, je n'ai pas de déficience, j'ai des caractéristiques. Pouvoir faire quelque chose avec les déficiences n'est pas la même chose que dépasser les déficiences. Je n'ai pas fait de lapsus, non. Pouvoir faire quelque chose avec les caractéristiques, ce n'est pas la même chose que tenter de dépasser un statut légal. La même chose pour la précarité, on n'a pas trop parlé, mais il y a un seul sens où la précarité, me semble, n'est pas un terme suspect, un sens économico-social. D'un autre point de vue, les personnes dont vous vous occupez, ou les personnes ici présentes, ne sont jamais précaires. Vous voyez, la précarité n'est pas une condition subjective, c'est la projection d'intervenants tout-puissants sur la personne dont ils s'occupent. On est précaire si on n'a pas de revenus. On est précaire si on est sans papier. Effectivement, c'est la précarité au sens propre, c'est-à-dire économique et social. Mais d'un autre point de vue, c'est un terme, je me permets de dire, hautement suspect. Oui, c'est quelqu'un de précaire
Ça, c'est Tarzan qui peut le dire. Vous voyez, Tarzan qui est dans les lianes, comme vous savez. Troisième point, les regards des autres. Bon, effectivement, ça compte beaucoup, ça importe beaucoup, ça peut faire très mal de ne pas être reconnu. Mais ça peut être intéressant pour le professionnel de savoir et de transmettre aux personnes dont il s'occupe que ça dépend de quels autres. Oui, le regard des autres peut-être peut me faire sombrer dans la déprime au sens vulgaire du terme. Ça peut me faire sentir mal à l'aise ou ça peut être très exaltant. Ça dépend de qui vous ne reconnaissez pas. Je ne sais pas si c'est clair. La reconnaissance n'est pas une valeur en soi. Si vous êtes reconnu par des gens, j'aurais envie, mais bon, très vite. Il était une fois, c'est une petite histoire au coin du feu, une fois à l'université, donc une étudiante que je connaissais depuis longue date, qui avait passé sa thèse, il a eu 17 sur 20, qui est une note vraiment très, très forte. Elle était contente. Elle est venue à ma permanence présenter son bébé, sa thèse. Bon, vous savez, j'ai eu 17. J'ai appris des psys à dire mais vous n'avez pas l'air, il me disait, vous n'êtes pas content. Bon, je n'ai pas répondu, bien sûr, j'ai dit qui faisait partie du jury. Donc, faisait partie du jury, Madame Antel. Vous vous souvenez ce que vous aviez dit de cet article, Madame Antel? Oui, pas terrible, oui, effectivement. Et qui d'autre était dans le jury? Monsieur Antel. Ah, vous vous souvenez, monsieur? Ah oui, quel plat, au sens de encéphalogramme. Hein. Quel plat. Bon. Donc, ils vous ont mis 17, ils vous ont reconnus, ils vous ont dit que vous étiez digne d'eux. Elle a très mal pris, la fille, je ne sais pas pourquoi. Sans blague. Qui l'aurait bien pris? Non, elle a compris après, elle est revenue, etc. Bon. Je veux dire, être reconnu, oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est intéressant, c'est exaltant, je me sens mieux avec moi, etc. etc. Encore faut-il voir qui vous reconnaît. Encore faut-il. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Et je suis vu comme handicapé, incapable de m'occuper de mes enfants. Mais ça parle aussi de la connerie d'autrui, si vous permettez. Ça parle aussi des préjugés d'autrui. Et donc, le regard d'autrui n'est pas l'exaltation par définition. 4. Quatrième remarque. Jamais parlé aussi vite. Vous avez raison, vous faites bien. Non, ne vous excitez pas, Sophie, c'est pas bon. C'est pas bon pour ce que vous savez, je ne sais pas quoi, mais c'est sûrement pas bon. Je vais très bien, je vous remercie. Risque de signalement par des professionnels insuffisamment sensibilisés, oui, ou insuffisamment insensibilisés, c'était un des ateliers qui disait ça, insuffisamment ou excessivement. Les problèmes de professionnels, ça se comprend, ça vaut pour toute profession d'ailleurs, et le problème des professionnels, ce n'est pas d'être insuffisamment sensibilisé, mais de l'être trop, c'est-à-dire pas suffisamment intellectualisé. Je suis très touché par ce qui vous arrive, dit le professionnel. La personne en situation d'handicap ne vient pas chercher votre émotion, mais vient chercher votre intelligence. Et je suis très touché, moi aussi d'ailleurs, bien sûr, quand je suis confronté à des situations comme ça. Je suis très touché, mais ça se travaille ailleurs que dans la relation avec la personne. Donc, je suis très sensible à la situation des personnes que j'aborde. Je ne dirais pas automatiquement, il est très bien cette fille. Je dirais, elle est très inquiétante. Très inquiétante. Qu'est-ce qu'elle vient soigner par parents handicapés interposés? Ça, c'est l'analyse pratique à la sauvage, mais efficace. Cinquième et dernier point. Et prendre le temps. Pas le temps qui court, effectivement, c'est une des denrées les moins courantes. On n'a pas le temps. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le temps? Soit on se suicide,
auquel cas il n'y a plus de journée. Bon, c'est un raccourci. On pleure, je veux dire, on pleure sur le fait qu'on n'a pas le temps. Ou bien, on se rappelle que le temps, c'est comme le pouvoir. Ça se prend. Traduction. La question, je ne sais pas si avoir le temps, même si avec Sophie comme animatrice, évidemment, c'est un peu contradictoire ce que j'ai dit, mais enfin, c'est pas avoir le temps, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est la question moins du temps, horloge, montre, que la question de la disponibilité. Et pour être disponible, bon, il vaut mieux avoir 1 heure que 10 minutes, je veux bien. Encore faut-il voir qu'est-ce qu'on fait des 30 minutes. Pour certains collègues, pas présents ici, ça va de soi, pour certains collègues, il vaut mieux qu'ils n'aient pas trop de temps. Il faut moins de dégâts. Je ne blague pas, ce n'est pas péjoratif, c'est pour dire que dans certains cas, il vaut mieux qu'ils soient contraints dans leur disponibilité. Et il faut être disponible. Bon, la disponibilité, c'est une déclaration psychologique intéressante. Je suis disponible pour les gens et tout ça, c'est très bien. Mais pour être disponible, comme pour l'écoute, dans plusieurs ateliers on parlait, pour écouter, il ne suffit pas de se laver les oreilles. Hein. Pour écouter, il faut être équipé. Des tables d'écoute convenables. Tous les ministres à l'intérieur le savent. Hein. Pour écouter, il faut la table d'écoute. Et la table d'écoute, c'est la formation. Conclusion. Hein. Donc, avoir du temps, malheureusement, nous n'avons pas, même si, j'insiste, dans certains cas, c'est heureux qu'il n'y ait pas trop. On ne va pas donner un nom, bien sûr. Il faut jamais donner un nom parce qu'on risque toujours d'oublier quelqu'un. Oui? Donc, il vaut mieux ne pas donner un nom. Mais disons, avec le peu de temps qu'on dispose, tout en luttant par ailleurs syndicalement ou politiquement pour que le temps soit moins raide, moins radin, plus ouvert, et avec le temps dont on dispose, la question c'est celle de la disponibilité, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais des 20 minutes que j'ai. Qu'est-ce que je fais? Et pour savoir qu'est-ce que je fais, c'est pas mon bon cœur et tout. Ben c'est bien, hein, le bon cœur, la disponibilité, la confiance et tatata et tatata. Mais c'est très bien. Mais il faut des concepts, sinon tu n'entends pas ce qu'ils disent les gens. Il faut des tables d'écoute. Bien, voilà. On m'a dit 10 minutes. J'en ai parlé 11, ce qui est excusable. Et puis, voilà, Yaka. Merci Saúl Kers, merci à tous. Alors, cette journée, c'est donc un début, le début d'un processus. La parole sera portée, les recommandations concrètes défendues auprès des pouvoirs publics et des autres. Merci à tous d'y avoir assisté, d'y avoir contribué, chacun avec vos horizons divers. On a vu que des points de convergence se dessinaient. On a vu aussi que des points peut-être de différence pouvaient se manifester, mais toujours avec une volonté constructive. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci aux organisateurs de nous avoir conviés et d'avoir organisé cette journée. Merci à l'AFM pour la logistique, je crois qu'on peut dire à peu près impeccable. Merci à la technique sans qui on ne nous aurait pas entendu, pas de micro, pas de son, pas de lumière, pas d'image, pas de rien. Donc merci à eux. Et puis écoutez, au revoir à tous. Rentrez bien dans vos provinces lointaines ou parfois même à Paris. Ça peut être loin quand on vient d'Évry. À bientôt.